Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprise en région. Aujourd'hui, direction Aix-en-Provence, j'ai le plaisir d'interviewer Anaïs Préto, cofondatrice et directrice générale de Live Mentor, la référence de l'accompagnement d'entrepreneurs en France. Je suis Guillaume Pellegrin, président et fondateur de Newton Offices, de Marseille à Lille, en passant par Bordeaux ou Lyon. J'interroge des dirigeants pour comprendre avec vous les raisons de leur succès. Dans cet épisode, Anaïs va nous expliquer quelles sont les dernières tendances qu'elle perçoit en matière d'entrepreneuriat. Elle va nous expliquer également pourquoi et comment elle a déménagé ses bureaux de Paris à Aix-en-Provence. Un retour d'expérience très précieux pour ceux qui hésitent encore à franchir le pas. C'est parti! Bienvenue dans Extramuros, bonjour Anaïs. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Anaïs Préto, la cofondatrice et DG de Live Mentor. Bonjour Guillaume, enchantée. Enfin, enchantée, non pas du tout, on se connaît déjà en vérité, mais enchantée version podcast. Enchanté d'être dans Extramuros. Et ouais, on se connaît bien depuis quelques temps Extramuros. Voilà. Question classique du début d'Extramuros. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est l'offre de Live Mentor? Alors Live Mentor, notre métier, c'est d'accompagner des porteurs de projets dans toute la France, dans toute la francophonie bientôt d'ailleurs. On a d'ailleurs un petit peu commencé. Donc on fait quelque chose de très simple. On permet à toute personne qui a un projet entrepreneurial de se faire accompagner par quelqu'un qui l'a déjà fait via une plateforme qu'on a développée depuis 2016. Donc on fait un petit peu partie de la première génération de EdTech, donc des entreprises qui ont appliqué la technologie à l'éducation. On a très vite cru à quelque chose qui semble complètement banal aujourd'hui, et c'est tant mieux. On a très vite cru à la formation en ligne, et donc depuis 2016, on travaille avec nos équipes pour créer cette plateforme de formation mentorée et accompagner des porteurs de projets dans le développement de compétences entrepreneuriales. En termes de chiffres, peut-être pour donner un peu une idée de l'ampleur, de la petite ampleur qu'on commence à avoir. On a accompagné un peu plus de 16 000 porteurs de projets depuis 2016 dans toute la France, avec 2/3 de femmes. Ça, c'est quelque chose dont on est très fiers. On a 2 fois plus de femmes parmi nos porteuses de projets, porteuses et porteurs de projets que la moyenne nationale. C'est une fierté, et on a des personnes qui sont surtout accompagnées dans tout le territoire, puisqu'il y avait vraiment cette volonté de porter l'accompagnement entrepreneurial dans des endroits où il était encore pas assez, ou en tout cas pas en qualité suffisante d'après nous. Et donc on est un petit peu la boîte Extramuros par excellence, puisqu'on est fiers notamment d'avoir 80% des personnes qu'on a accompagnées qui ont créé une entreprise en dehors des grandes villes. Donc c'est notre raison d'être, et Extramuros en soi. Ah bah oui. Alors attends, du coup j'ai plein de questions. Comment tu expliques une part si forte de la présence des femmes? Alors c'est quelque chose qui est vraiment un heureux hasard. Je pense que c'est assez multifactoriel. Le premier, c'est que on a été les premiers à avoir un format en ligne qui soit aussi flexible. On est les premiers à proposer un accompagnement entrepreneurial qu'on peut faire très tôt le matin, très tard le soir, sans avoir forcément à se déplacer sur toute une journée pour une durée de 3 mois. Et c'est vrai que pour le public féminin, notamment lorsqu'on est sur une reconversion professionnelle, on a en général encore en France une contrainte, notamment liée à la parentalité, qui est plus forte du côté des femmes, une contrainte du coup organisationnelle assez triviale. Et je pense qu'on a été les premiers à proposer des programmes qui soient aussi flexibles et qui puissent autant s'insérer dans le programme de femmes, notamment mères. Il y a un deuxième facteur qui est qu'on a été aussi les premiers à proposer un accompagnement aussi intensif avec un tarif aussi accessible entre guillemets, puisqu'on a des programmes qui sur 3 mois coûtent 1 500 €. C'est beaucoup, mais ça reste 5 fois moins cher qu'un programme en présentiel. Et on sait aujourd'hui que les femmes ont soit des projets moins capitalistiques que les hommes, soit plus difficilement accès au financement que les hommes. Il y a peut-être une histoire de poule et d'œuf dans cette histoire, mais c'est encore un autre débat. Mais en tout cas, sur des projets un petit peu moins capitalistiques que ceux des hommes, c'est compliqué lorsqu'on a 10 000 € de budget pour son projet d'investir ces 10 000 € qu'en formation. Donc, je pense qu'on était aussi plus en phase avec les projets des femmes, et il y a eu aussi un petit effet d'entraînement, puisque mécaniquement on a attiré des femmes au début, donc on a très tôt mis en avant des modèles de réussite féminins, et donc probablement un petit peu un effet miroir aussi qui s'est installé.
C'était une très heureuse surprise en tout cas. Donc c'est possible de faire de l'entrepreneuriat féminin. On l'a démontré et on a des taux de succès, de pérennité des boîtes qui sont très très bons. Donc c'est pas juste des paroles en l'air et une opération de social washing. Je pensais que tu allais me dire c'est parce que les femmes sont plus modestes et avouent plus facilement qu'elles ont besoin d'être formées que les hommes. Non, c'est pas une hypothèse qu'on a retenue. Peut-être aussi, c'est possible aussi. Non, en tout cas, je pense que c'est un petit peu plus un peu plus matériel et pratique. Très bien, ouais, parfait. Et au-delà de ça, c'est qui tes clients? Quand est-ce qu'on a intérêt à t'appeler? Enfin, alors, ta formation. Nos clients aujourd'hui, donc c'est principalement des indépendants et des TPE. C'est principalement des néo-entrepreneurs, c'est-à-dire des personnes qui entreprennent pour la première fois. On a souvent une image d'accompagnateurs de start-up et de jeunes. C'est complètement faux. Notre persona type, donc c'est souvent une femme, mais pas que. Elle a 40 ans. En général, elle a une première partie de carrière qui s'est très bien passée, avec une envie d'entreprendre qui se fait de plus en plus forte au cours des années. Et elle va soit choisir, soit subir le fait d'entreprendre, soit parce que elle décide de se lancer, parce que c'est vraiment le moment, soit parce que pour un hasard plus ou moins heureux de vie professionnelle, c'est le moment de démarrer après un plan social, après un licenciement. Ça peut arriver aussi. C'est la réalité de l'entrepreneuriat en France. Et c'est quelqu'un qui a une idée assez précise en général de son projet et qui doit affronter la première chose importante à faire dans un projet, c'est-à-dire trouver ses premiers clients. Donc la majorité des personnes qu'on accompagne, c'est des personnes qui cherchent leurs premiers clients et qu'on va aider à les trouver, que ce soit via de la vente, soit du marketing digital. Donc c'est très terre à terre. Chez nous, on ne croit pas du tout dans le fait que pour la majorité des indépendants, le grand sujet, ce soit de faire un business plan de 18 pages avec 50 milliards de frameworks dans tous les sens. Ça peut être utile si on va chercher du financement auprès des banques, mais dans la majorité des cas, pour survivre, un indépendant, il doit d'abord trouver des premiers clients et c'est ce qu'on fait dans la majorité de nos parcours. Oui, bien sûr. Et est-ce que tu as senti une accélération avec cette crise sanitaire? Tu parlais d'extramuros, d'un mouvement vers les régions et également, deuxième question, de cette envie d'entreprendre. Parce que à une époque, il y avait si t'as pas une Rolex à 50 ans, t'as loupé ta vie. Et là, c'est un peu si t'as pas créé ta boîte avant 50 ans, t'as loupé ta vie. Est-ce que tu le vois ça? Est-ce que tu le sens? Oui, il y a une vraie accélération du phénomène du travail indépendant. Choisi ou subi d'ailleurs, c'est pas toujours une bonne nouvelle, mais on voit ça s'inscrit très bien c'est multithématique en réalité cette problématique-là. Il y a la problématique du télétravail, de la régionalisation de l'emploi qui se fait très bien via le travail indépendant. Beaucoup de personnes viennent nous voir parce qu'ils étaient autrefois salariés en agence et nous disent moi j'ai envie d'être un peu plus mobile, de plus forcément habiter à Paris, donc je vais me reconvertir en tant que freelance marketing digital parce que les entreprises ne sont pas encore suffisamment adaptées pour me permettre de travailler en télétravail. Ça, c'est une partie du phénomène, c'est clair, il existe. Il y en a beaucoup aussi qui ont profité du confinement pour justement démarrer un petit peu au chaud leur activité. Il y a beaucoup de personnes qui étaient en chômage partiel, qui se sont dit en fait c'est un petit peu le moment ou jamais. En plus je suis enfermée chez moi, donc j'ai 24 heures sur 24 à consacrer à mon projet. Donc ça on l'a beaucoup vu, on a énormément travaillé nous en 2020. Et je dirais le troisième élément, outre l'opportunité et outre le changement un petit peu des usages et de la géographie, il y a aussi un changement dans la typologie de projet. On voit une vraie augmentation des projets à impact, des personnes qui se disent ça m'a fait prendre conscience le Covid, de l'environnement, je suis plus alignée avec la mission de mon entreprise, etc. Et il y a cette volonté d'essayer de faire des choses, soit sur la thématique environnementale dont on parle de plus en plus, le fait d'essayer d'apporter via l'entrepreneuriat une solution à la problématique du réchauffement climatique, qui a été beaucoup mise en lumière lors du Covid et qui continue d'être malheureusement mise en lumière. Et enfin, c'est plutôt tant mieux. Il serait temps qu'on se bouge. Et après, il y a aussi une deuxième un petit peu sous-thématique par rapport au changement des métiers. Je pense qu'il y a eu pas mal de remises en question de notre rapport à la santé, de notre rapport au bien-être. On a été pas mal mise à mal, c'est le cas de dire, par la situation. Et donc, on voit beaucoup de personnes qui se lancent, pas forcément à plein temps, mais pourquoi pas en
side project sur les thérapies alternatives. On a beaucoup de thérapeutes. C'est la troisième catégorie de personnes qu'on accompagne le plus parce que je pense que les Français ont voulu étendre un petit peu leur panel de thérapies disponibles parce qu'on s'est rendu compte de certaines limites de la médecine traditionnelle et certaines personnes se sont dit que ça va carrément devenir une vocation. Donc on voit ça effectivement. Ouais. Et quand on s'inscrit, c'est passe quoi? On t'attribue quelqu'un? Ça dure 3 mois, tu as dit, c'est ça? Comment ça marche? Alors, dans la majorité des cas, effectivement, donc c'est une formation mentorée qui va durer 3 mois. Donc, on va d'abord déterminer ensemble la thématique principale sur laquelle tu souhaites travailler. Donc, par exemple, ça va être le marketing digital parce que tu as une problématique d'acquisition client. D'accord. Dans 70% des cas, la problématique, c'est de trouver des clients. Ça me fait beaucoup rire. En France, on a plein de programmes pour chercher des financements. On a plein de programmes pour faire ce que je disais, des business plans très, très complexes et des pitchs très complexes. La vérité, c'est que pour la majorité des entrepreneurs qui ne vont pas lever des fonds, qui ne vont pas forcément faire des business avec des besoins en CAPEX très importants, il faut d'abord trouver des clients. Donc, dans 70% des cas, on détermine que la problématique, c'est trouver des clients. Et on a beaucoup de business en ligne sur lesquels il y a des problématiques de visibilité. Donc, on va choisir on va s'accorder sur le fait que la compétence qu'on souhaite développer en premier, c'est le marketing digital. Suite à ça, on va choisir parmi notre pool de 100 mentors entrepreneurs. Donc, c'est des personnes qui sont entrepreneurs elles-mêmes, qui font ça à côté de leur job. Donc, c'est vraiment des personnes qui donnent de leur temps dans le but d'accompagner en étant rémunérés certes, mais c'est vraiment des personnes qui font le choix de rendre ce qu'ils ont appris parce qu'ils savent que eux, ça les aurait beaucoup aidés. Et donc, si par exemple, tu souhaites monter un site e-commerce de mode éthique, par exemple, c'est très à la mode, on va essayer de trouver quelqu'un qui a monté un projet similaire, qui va t'accompagner pendant 3 mois, avec un rythme qui est à définir selon l'offre que tu choisis. Mais on a 2 offres principales aujourd'hui. Une offre où tu as un rendez-vous toutes les 2 semaines, une autre, un rendez-vous toutes les semaines. Et tu pourras discuter avec cette personne également via la messagerie qu'on a sur le site de façon continue. Donc, c'est comme si tu avais un nouveau contact sur WhatsApp choisi pour toi, qui a déjà... c'est très simple. Hein, c'est, je pense, quelque chose qui nous a aidé, toi et moi, en tant qu'entrepreneur, le fait d'un coup débloquer un nouveau contact sur WhatsApp. Nous, on le trouve pour toi parce que c'est souvent des personnes qui n'ont pas forcément ce réseau là immédiatement. Et c'est quelque chose qui fait une différence énorme. Donc, ce mentor, et ensuite, tu vas avoir accès au reste de la plateforme dans lequel tu vas avoir des ressources pédagogiques qu'on crée en interne, donc du contenu dédié au marketing digital spécialement pensé pour des TPE et des indépendants qui n'ont pas du tout les mêmes besoins que Google ou Microsoft sur le marketing digital. Donc, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes techniques, donc on développe ce contenu-là en interne. Et tu auras aussi tous les jours du contenu communautaire, donc un webinaire qu'on organise de co-développement pour rencontrer les restes des personnes de la promo et accès également à des événements qui ont lieu sur Facebook ou dans les territoires avec cette idée de pouvoir rencontrer un associé éventuel ou de continuer à apprendre via des pairs puisque encore une fois c'est des personnes qui en général sont assez isolées et n'ont pas forcément la possibilité de connaître quelqu'un qui entreprend en même temps et ça fait aussi une différence énorme. Ouais. Et au-delà des 3 mois, il y a des relations qui perdurent entre ces mentors et les entreprises? On a des personnes qui ont rencontré leur associé. Non, pas entre le mentor et l'entreprise, non. C'est pas quelque chose qui est prévu, même si on est en train d'y réfléchir, à moins évidemment que la personne choisisse de se faire accompagner sur une autre thématique, c'est tout à fait possible. Mais on a d'ailleurs 25% des personnes qui se font réaccompagner ensuite sur une autre thématique. Donc il y a vraiment cette logique de parcours dans le temps. En revanche, la communauté, il reste dedans. Il y a des événements qui sont organisés très régulièrement et il y a des gens qui ont rencontré leur associé. Il y a des groupes qui se créent, dont on a d'ailleurs sur lesquels on a d'ailleurs plus aucun contrôle. Il y a des groupes Live Mentor Sud-Ouest, Live Mentor Bretagne, Live Mentor Nantes et tout. Mais c'est très bien, c'est fait pour. C'est exactement la même logique que dans des écoles de commerce ou dans des écoles d'ingénieurs. Le réseau d'alumni en soi, il se crée sans que l'école vraiment agisse dessus derrière. Nous, c'est pareil, c'est ce qu'on souhaite recréer, juste accessible à tout le monde, quoi. C'est bon signe en fait quand ça SM comme ça. Bravo, c'est passionnant. Et donc c'est à partir de 1 500 € ça peut monter. Alors c'est 1500, ça va passer à 1 800 €. Je pense qu'au moment où l'épisode sortira, ce sera 1 800 € pour notre produit principal qui est la formation mentorée de 3 mois. C'est l'inflation.
Non, c'est pas l'inflation. Il se trouve qu'on a un produit qui est pas mal et donc on ose mettre un prix dessus. Bien sûr. Il faut. Exactement. On donnera le même conseil d'ailleurs à nos entrepreneurs. On est entrepreneurs nous-mêmes. Non, et donc 1800 € pour ce produit-là, et il sera bientôt disponible en formation intensive, donc avec un rendez-vous par semaine versus 2 pour le produit classique. C'est ça notre offre principale. Un peu plus de 2000 €. Ouais, alors j'ai encore plein de questions, et notamment ton arrivée à Aix-en-Provence et encore d'autres sujets, mais puisqu'on vient d'en parler, du coup il y a une question qui me vient, c'est et toi et vous, Live Mentor, comment vous trouvez vos clients, puisque vous êtes des spécialistes, puisque vous l'expliquez à vos clients vous-même, comment ça marche chez vous? Alors, c'est très multifactoriel. On a commencé un petit peu comme tout le monde, comme on apprend à nos élèves, avec des mécanismes gratuits parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. On a beaucoup travaillé notre contenu très tôt. Dans la méthode Live Mentor, il y a le contenu. C'est quelque chose qu'on conseille à tous nos élèves. Donc, on a commencé par une newsletter qui est écrite toujours d'ailleurs en partie par Alexandre, mon associé. Donc, c'est une newsletter qui aujourd'hui compte 200 000 abonnés. C'est le premier média, c'est le premier média français dédié à l'entrepreneuriat en vrai. C'est une belle réussite. D'ailleurs, on a cette patte média qu'on a gardée ensuite. On a lancé un magazine qui s'appelle Odyssée. On a 2 livres qui sont sortis qu'Alexandre a publiés. Donc on a vraiment ce côté papier contenu. Donc la newsletter d'abord, le blog ensuite sur lequel on a beaucoup travaillé, le référencement. De façon générale, la notoriété et le référencement naturel, c'est aujourd'hui 50% de notre acquisition. Que ce soit des personnes qui lisent la newsletter, des personnes qui lisent le blog, des personnes qui vont avoir lu notre livre, c'est 50% aujourd'hui. Et le reste, malheureusement, au bout d'un moment, il faut payer. Et donc, ça va être du marketing digital intentionnel pour la plupart, donc personnes qui souhaitent se former, ou un petit peu moins intentionnel avec des Facebook Ads, avec YouTube Ads. On fait du TikTok maintenant aussi. Pour ma grande passion, j'ai une grande passion pour les chorégraphies de TikTok, donc je plaisante cynique, mais à mon grand désarroi, TikTok fonctionne bien pour nous. Il faut vivre avec son temps. Donc voilà, principalement ça. Rien de vraiment très dingue. On a des canaux additionnels qu'on développe depuis 1 an, comme les marchés publics. On a eu la chance de faire un partenariat avec la région Île-de-France qui fonctionne très bien. On est en discussion avec le territoire marseillais pour faire une expérimentation aussi. Donc c'est quelque chose qu'on sait faire et qu'on va faire de plus en plus. Voilà, on additionne petit à petit les canaux de distribution pour grandir, et à chaque stade de développement viennent des canaux un petit peu plus sophistiqués comme les marchés publics, ou à terme le B2B qu'on commence à faire aussi de plus en plus avec des cabinets d'outplacement avec lesquels on commence à bien travailler. Mais ça, c'est des choses qui sont un peu plus jeunes, c'est un petit peu plus récent. D'ailleurs, c'est remboursé, ça rentre dans des cas des formations remboursées ou pas? Alors, pour certaines, oui. Nos parcours de formation mentorée sont éligibles au CPF. Donc on en a beaucoup parlé parce que j'imagine que vous faites tous harceler. C'est horrible. C'est affreux. En vérité, ça fait beaucoup de mal au secteur, et c'est un problème. Heureusement, des mesures vont être prises normalement. Il y a une proposition de loi qui va être examinée le 6 octobre pour limiter justement le démarchage téléphonique, et c'est tant mieux parce que ça pose problème aussi pour le reste des acteurs de la profession en réalité. Moi, mon grand-père à table me demande si c'est moi le CPF, donc je commence à m'inquiéter un peu à Noël. Mais plus sérieusement, oui, en fait, en France, c'est un marché qui est très réglementé, la formation pro. Nous, on s'est retrouvés un petit peu dedans par hasard. On a vu le pain, le problème des entrepreneurs. On a vu qu'on avait toute une partie de l'entrepreneuriat français qui était pas adressée, l'entrepreneuriat des 99%, comme on l'appelle. Et on a construit une solution pour ça. On s'est retrouvés par hasard dans la formation pro. Donc, on a découvert ce monde délicieux, fait de réglementation, et dans lequel il faut parler français. Il y a quelques colombes desquelles on fait partie. Il y a aussi beaucoup de pigeons et pas mal de corbeaux. Donc, c'est un marché qui doit être nettoyé, et c'est très bien. Il faut continuer à le faire, mais c'est pas triste tous les jours, mais en tout cas pour nous,
c'est important d'être bien inséré dans ce marché de la formation pro parce que c'est ça qui garantit l'accessibilité de nos formations aujourd'hui au plus grand nombre. C'est dans notre mission, permettre au plus grand nombre d'accéder à des compétences entrepreneuriales. Aujourd'hui, avec une formation à 1 500 €, même si c'est moins cher que la majorité des autres programmes, 1 500 €, c'est énorme pour la majorité des Français. Donc oui, il faut trouver des leviers pour que ce soit plus accessible. Le CPF, ça en est un. Il n'y a pas que ça. Les régions aussi peuvent financer. Dans le cas de la région Île-de-France, typiquement, on peut avoir des financements Pôle emploi un petit peu à la marge. Et on essaye d'être inventif en permettant d'adoucir au maximum le prix des paiements plusieurs fois, tout un tas de choses. Mais c'est vrai que oui, l'insertion dans les dispositifs de financement est très importante pour nous. Enfin, c'est un levier important d'entrée dans le marché. Pour ceux qui auront eu la chance de ne pas être harcelés et qui n'auraient pas suivi, du coup, on a beaucoup reçu des appels et des SMS parce que les crédits CPF étaient terminés, qu'il fallait vite prendre une formation et la payer. C'est pas vrai. Si on peut faire de la prévention, vous ne perdez pas vos crédits CPF. Vous pouvez les garder, les dépenser chez Live Mentor si vous voulez, mais vous... Voilà. Non, je plaisante, mais il y a effectivement eu beaucoup de désinformation. Ouais. Mais je pense que là, comme toute anomalie de marché, c'est en train de se corriger. On a eu un petit peu 2 ans de folie, mais là, ça va devenir plus difficile de faire n'importe quoi en formation pro et c'est tant mieux. Ouais. Je crois que le truc à la mode maintenant, c'est la carte vitale, je crois, ou c'est pareil, il faut... Enfin, bref. Mais c'est pour le compte formation aussi, je crois. Ah ouais, c'est la même chose. Bon. On a la chance d'avoir un marché qui concentre beaucoup d'attention de fraudeurs. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'en général, c'est que c'est un marché profond lorsqu'ils s'y intéressent. La mauvaise, c'est que ça détériore effectivement l'image du marché, donc il est temps que ça s'arrête. Et tu as parlé de raison d'être tout à l'heure, ou de valeurs, vous les avez formulées? Ouais, alors notre raison d'être, c'est permettre au plus grand nombre d'acquérir les compétences entrepreneuriales et le réseau pour mener à bien ces projets. C'est très simple. Et nos valeurs, on en a 4, mais en réalité, on est en train de se demander si on va pas en garder que 3. Donc je vais te donner les 3 qu'on a formalisées. Elles sont très simples. La première, c'est soyons des colombes. Justement, j'en parlais. Ah d'accord. On a un marché de pigeons et enfin, il n'y a pas que ça, mais il y a quelques pigeons et quelques corbeaux quand même. Il y a des pies aussi, tu sais, qui sont attirés par les choses qui brillent. Et nous, on préfère être un oiseau un peu plus blanc. C'est-à-dire avoir les plumes blanches et faire les choses bien dès le départ, pas parce que et pas faire des choses juste parce que ça passe, ce qui est malheureusement quelque chose qu'on a beaucoup entendu dans ce marché-là. Donc ça veut dire faire les choses bien dès la première fois, faire les choses pour le bien commun et pas seulement pour du profit rapide, penser long terme. C'est des valeurs qui sont assez importantes. Je pense que, enfin, c'est des valeurs que tout homme, tout honnête homme ou femme devrait avoir, mais le fait est que dans le business, on oublie parfois un petit peu la philo, et notamment dans des business très réguliers où parfois l'appât du gain facile peut être très tentant pour certains acteurs. Et nous, c'est quelque chose. On a toujours refusé les hacks, on a toujours refusé de faire des choses qui passaient un temps. Parce que, il faut penser long terme, mais si on veut être vraiment utile et servir notre mission, il faut anticiper toujours le coup d'après et plutôt être main dans la main avec les autorités qui régulent pour asseoir avec eux le nouveau cadre légal plutôt que le subir. Donc ça, c'est une valeur qui est vraiment importante. La deuxième valeur, c'est le fait d'être des entrepreneurs en CDI. Parce que c'est un peu paradoxal, on est une école d'entrepreneuriat et on aide des personnes à s'émanciper via l'entrepreneuriat. C'est pas la seule façon de s'émanciper, mais en tout cas, il y a un peu cette idée. Et donc il y a l'idée de dire que en fait finalement entrepreneuriat et CDI, est-ce que c'est pas un peu un débat d'arrière-garde? On oppose souvent les contrats, mais en fait en réalité, est-ce qu'il faut pas aller un petit peu plus loin et se dire en fait finalement, est-ce que certaines générations ou certaines personnes ne vont pas précisément chercher dans l'entrepreneuriat certaines choses parce qu'elles sont incapables de le retrouver dans le CDI, mais c'est plus une faille du CDI que véritablement un débat fermé, et se dire comment est-ce que je peux comprendre ce que les personnes vont rechercher dans l'entrepreneuriat et le réinjecter dans le cadre de travail du CDI. Donc ça peut être de la flexibilité, ça peut être de la confiance, ça peut être de l'indépendance, de l'autonomie, enfin il y a plein de choses à réinjecter pour réenchanter ça. Et donc ces valeurs d'entrepreneuriat et cette envie aussi de challenger le contour du travail en CDI, c'est quelque chose qui nous anime. Et donc, on va s'attacher à avoir des valeurs d'apprentissage fortes, des valeurs d'autonomie fortes, aussi permettre
aux personnes d'organiser leur temps un petit peu comme ils veulent, bien sûr avec une flexibilité qui diffère selon les métiers. On n'aura pas du tout la même flexibilité selon qu'on soit commercial ou selon qu'on soit développeur. C'est triste à dire, mais en fait c'est la vérité. À un moment, quand on doit assurer une couverture horaire, et on peut pas s'organiser toujours de la même façon, mais néanmoins on va toujours faire de notre mieux pour aller dans le sens de ces valeurs-là, ces valeurs d'autonomie et d'apprentissage qui sont celles qui animent la majorité des personnes dans l'entrepreneuriat. Et de la même façon, enfin, je pense qu'on peut prendre le problème dans l'autre sens. Je pense que de la même façon, le fait de poser l'entrepreneuriat comme quelque chose de forcément émancipateur, de forcément autonomisant, est quelque chose aussi. Enfin, c'est un débat sur lequel on se trompe aussi, puisqu'il y a plein de formes d'entrepreneuriat qui aujourd'hui ne libèrent pas du tout, sont complètement subies. Vous leur dites ça, vous soulevez le point, parce que c'est pour ça que tout à l'heure je parlais un peu de mode là-dessus. Ouais. Donc, okay. Complètement. En fait, on joue un jeu qui est difficile, notamment dans notre communication, et je pense qu'aujourd'hui on a plutôt réussi. Mais c'est un challenge permanent de donner envie d'entreprendre et de démystifier l'entrepreneuriat pour des personnes qui se disent c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Notamment chez les femmes, on a beaucoup de barrières comme ça, de se dire je suis pas capable, et de dire si tu peux, et regarde, pour toi ça peut être une bonne solution. Trouver le juste milieu entre cette phrase-là et le être entrepreneur est mieux que d'être salarié, ce qui n'est pas vrai. Et c'est complexe, donc on essaye de manier plein de nuances de gris, d'éduquer. Ça me rappelle quelque chose, mais c'était pas. N'est-ce pas? Oui, mais pas. Ça n'a absolument rien à voir. Mais on essaye d'être nuancé, de montrer que non, une forme d'entrepreneuriat dans laquelle tu n'as qu'un seul client, dans lequel une plateforme fixe ton prix, dans laquelle l'État fixe ton prix. N'es pas libre de t'organiser exactement. Oui, ou l'État fixe ton prix exactement. En fait, oui, c'est de l'entrepreneuriat, mais est-ce que c'est autonomisant? Non, certainement pas. De la même façon que on a aussi des apprenants qui arrivent en disant voilà, moi j'ai fait une carrière magnifique, mais j'ai jamais entrepris, donc j'ai un petit peu raté ma vie. Ça non plus, ça fonctionne pas. Donc, effectivement, il y a tout un discours de marque à construire. C'est pour ça aussi qu'on essaye d'aller sur des thématiques qui sont un peu périphériques au business seul, pour aller sur des thématiques comme le bien-être, la santé mentale, qui était le thème du deuxième livre qu'on a sorti, pour avoir une notion un peu plus holistique de la réussite, qui soit pas limitée à un statut, un cadre, parce que se réaliser, c'est un peu plus complexe que juste opposer deux statuts, justement. Mais c'est effectivement une bonne question, et on veut surtout pas... je veux pas servir. On ne veut pas que notre com serve à asseoir des stéréotypes de réussite égale entrepreneuriat. C'est pas évident, mais on y travaille tous les jours. Alors, avant d'arriver à la troisième valeur, justement sur ce sujet de santé mentale, parce que j'ai l'impression j'ai pas de chiffres, mais que cette pause de la crise sanitaire a permis à certains de réaliser que justement ils n'étaient pas épanouis dans leur boulot, souvent en CDI. Du coup, ils se tournaient vers quelque chose soit de plus naturel, soit de plus bien-être, et qui devenait. Ils étaient tellement passionnés par ça qu'ils voulaient en créer un business. Quelle est la profondeur de ce marché? C'est une vraie question que je me pose. Est-ce que même si tu étais pas bien et que tu te soignes un peu, ou que tu fais un truc auquel tu crois vraiment intrinsèquement, il y a un marché derrière pour aider d'autres à ne pas revivre ou pas refaire les erreurs que tu as faites? Ah, est-ce que le marché de la thérapie est profond, ou est-ce qu'on a des cas? Je suis pas sûre de bien comprendre la question. Oui, c'est ça. C'est exactement. Est-ce qu'il y a un marché pour ça? Est-ce qu'il y a un marché pour tous ces consultants qui se lancent sur ces business-là? Alors, quelle est la profondeur de ce marché? Est-ce que vous arrivez vous à le voir? Alors, je suis pas experte du marché de la thérapie. Il y a notamment Solange de Médoucine qui serait top à interviewer là-dessus. Qui est quelqu'un avec qui on travaille beaucoup. Néanmoins, nous, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce que je peux partager à notre échelle, c'est la troisième catégorie d'indépendants qu'on accompagne. Donc, il y a une vraie explosion. Les formations de sophrologues, les formations de thérapeutes, c'est dans les principales formations qui sont achetées sur mon compte formation. Une fois qu'on enlève toutes les formations type permis de conduire, etc., qui concernent tout le monde, il y a un vrai phénomène de formation. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'on a des entreprises qui sont pérennes à 2 ans, en tout cas qui sont pas moins pérennes que d'autres statuts d'indépendants. En revanche, on a des cohortes qui sont assez jeunes, et on parle pour la majorité d'entreprises qui ont
2 ans. Donc, il va falloir voir comment ça évolue. Ce qui est certain, c'est qu'il y a tout un écosystème qui commence à se développer. Donc, ça devient de plus en plus mature quand même au niveau de la distribution. Il y a Medoucine, avec qui on travaille, donc dont je parlais, qui a un annuaire qui référence, enfin, qui a une sorte de booking.com. Ils aimeraient pas trop la comparaison, mais je caricature volontairement. Une sorte de Doctolib, même plutôt, je dirais, pour les médecines alternatives. Qui cartonne, on a Annuaire Thérapeute qui cartonne aussi, donc ça commence à être un marché qui, enfin c'est plus un marché de, je dis vraiment sans jugement de valeur parce que moi-même j'aime beaucoup tout ce qui est chamanisme, etc. Mais c'est pas plus un marché de quelques chamans, c'est large. Il y a des services qui leur sont dédiés, un vrai écosystème d'écoles qui sont reconnus. Et oui, enfin il se passe quelque chose. Après, exactement au niveau des chiffres, je les ai pas de tête, mais en tout cas, nous, on le constate, les personnes en vivent, c'est des activités qui sont compliquées parce que il y a tout ce rapport de soigner et comment est-ce que je monétise ce soin, etc. C'est pas forcément évident. C'est des thématiques qu'il faut traiter vraiment avec précaution et notamment en termes de distribution et de marketing. Mais en tout cas, c'est un marché qui est de plus en plus mature et qui est massif. Bon, qui est plus gros que le marché du coaching, par exemple. Sans aucun doute. Oui. Ben, merci. Il y a un point intéressant que tu as soulevé, c'était peu importe le contrat. Ça me parle, moi, parce que moi qui suis dans l'immobilier de bureau, je dis souvent, peu importe que tu signes un bail commercial ou un contrat de prestation de service, en fait, quel est vraiment ton besoin. Et on peut trouver après la réponse appropriée. Et quand j'ai lancé moi cette activité de coworking, on appelait comme ça il y a 5 ans, une des stats qui m'avait convaincu de me lancer ou finir de me convaincre, c'était qu'aux US, je sais pas si ce chiffre était exact, mais il y avait à peu près 30% de la population active qui était indépendante. Oui, exactement. C'est le chiffre et que c'était une tendance qui allait augmenter et que, comme d'habitude, puisque ça existait aux US à cette époque-là, ça allait arriver en France. Est-ce que toi, tu le mesures, ça? L'augmentation des créations. Des indépendants, puisque apparemment c'est quand même une bonne partie de tes clients, c'est de voir des gens qui travaillent en tant qu'indépendants. Parce que derrière tout ça, il y avait l'idée que les entreprises de demain seront un peu comme des équipes de tournage de films, c'est-à-dire autour d'un projet, on regroupe des compétences, mais que quand le projet est terminé, ces compétences vont sur un autre projet et qu'on pourra tous, en tant qu'indépendants, à terme, avoir 2-3 projets en même temps et vendre comme ça son temps de cerveau disponible. Ouais, c'est quelque chose d'abord on est sur des taux de croissance qui sont assez hallucinants. On a fait x2 entre 2020 et 2021. Donc ça montre bien qu'on est sur un marché qui est sur des fondamentaux qui sont en explosion. On voit effectivement, et ça c'est quand même important de le noter, on voit un entrepreneuriat individuel qui est de plus en plus polymorphe. Avant, on avait avant, c'était soit on était salarié, soit on était entrepreneur, mais on avait une activité globalement. Nous, on voit vraiment une grande partie des personnes qui se lancent en étant encore salariés avec un side project à côté. Pas forcément dans le but de se lancer. C'est 30% quand même des entrepreneurs qui démarrent chez nous, qui travaillent sur leur activité à côté, mais qui restent salariés. Et il y a vraiment cette idée de side project. Alors, c'est une bonne nouvelle dans la majorité des cas, parce que ça montre que le statut d'auto-entrepreneur a fait son travail pour permettre de diversifier un petit peu les sources de revenus. Et il y a pas mal d'emplois passion aussi. Ça peut être aussi une mauvaise nouvelle dans le cas de la gig economy un petit peu appliquée à l'extrême, où en fait ça peut aussi vouloir dire que le travail salarié ne paye plus assez. Mais nous, on a de par notre marque, je pense, et de par aussi le fait qu'on accompagne principalement des personnes sur des projets digitalisés, donc je pense un petit peu moins précarisés mécaniquement. On voit moins cet entrepreneuriat-là, mais il faut pas se voiler la face si on s'exprime au niveau global. Il faut quand même faire attention. Il y a une partie des personnes qui ont un side project qui adoreraient ne pas en avoir un. Oui, d'accord. Voilà. Très bien. Bon, alors, on peut en venir à ta troisième valeur, du coup. Et ma troisième valeur, en effet, c'est un interrogatoire. Notre troisième valeur, elle est toute simple, c'est rester humble. On n'a pas une culture très show-off. On est, tu vois, enfin, Alex, moi, enfin, ça me semble évident, mais apparemment, c'est pas évident dans toutes les boîtes. On n'a pas de bureau fermé, on est assis avec tout le monde.
on a nous-mêmes, enfin, on a tellement de choses à apprendre encore que on supporte pas, tu vois, quand on a des recrutements un petit peu seniors qui arrivent, personnes qui commencent à dire on a toujours fait comme ça, ou à dire voilà, moi je juge cette personne parce que je suis nécessairement supérieure, etc. C'est quelque chose, enfin ça semble un peu bateau, mais il y a des cultures qui, genre, j'ai pu cohabiter autrefois dans une vie précédente dans des environnements un peu plus type conseil ou banque d'affaires où l'humilité c'est pas forcément toujours la valeur cardinale. Et pourquoi pas, en vérité, je pense que chaque milieu a sa culture, et ça veut pas forcément dire qu'on est détestable. Mais nous, en tout cas, c'est vrai que l'humilité, le fait de rester aussi très proche de nos apprenants, le fait de choisir des implantations en région, à proximité de nos élèves, le fait de se dire qu'à tout moment, un apprenant doit pouvoir rentrer dans le bureau et se sentir chez lui et pas se sentir déconnecté complètement, se dire qu'il peut entrer dans une réunion, comprendre tout ce qui se passe avec un vocabulaire qui est simple, sans jargon. C'est une valeur qu'on a qui est très forte et qu'on essaye de garder. Après, c'est un petit peu bizarre de décréter que l'on souhaite être humble, c'est presque paradoxal, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est important. Et dans nos recrutements, on cherche des personnes qui sont qui n'ont pas le melon. Ouais, c'est ça, et qui sont capables d'expliquer, qui sont capables de travailler avec des personnes qui viennent d'environnements hyper différents. On a des élèves on a toute la pyramide de diplômes française parmi nos élèves. C'est aussi le cas parmi nos salariés. Donc quelqu'un qui utilise que du jargon et qui trouve que c'est super marrant d'utiliser d'une violence légitime un petit peu comme ça, c'est pas quelque chose que je veux voir chez moi. Et parce que c'est pas ce qu'on veut avec nos apprenants et c'est pas ce qu'on veut en interne non plus. Donc c'est une valeur importante. Parfait. Merci. Du coup, maintenant, on est quand même à Extramuros, donc vous êtes aujourd'hui à Aix-en-Provence, alors que l'entreprise est née à Paris, il me semble. Est-ce que tu peux nous expliquer cette naissance et ce déménagement? Ouais. Alors, nous sommes à Aix-en-Provence, sachant que aucun de nous n'était sudiste à la base. C'est un élément à dire d'entrée. Ouais. Mais le déménager la boîte, en réalité, ça part vraiment d'une volonté d'alignement. Je l'ai dit en introduction, on a créé Live Mentor parce que on voulait vraiment, d'une certaine façon, rendre ce que la société nous avait donné. Alex et moi, on vient pas du tout de milieux entrepreneuriaux, du tout. On vient pas de milieux spécialement favorisés. On vient de classe moyenne française, tout ce qu'il y a de plus classique. L'école française a bien fonctionné pour nous, très bien. Tant mieux, et on va pas pleurer. On la remercie et c'était très bien. Simplement, lorsque on est devenu adulte, on a fait le constat que oui, ça avait fonctionné pour nous, mais on était plus les exceptions que la règle, et que il y avait une question à se poser qui était comment est-ce qu'on fait en sorte que ça fonctionne pas que pour nous, mais ça fonctionne aussi pour les 99% restants, notamment les personnes qui étaient autour de nous lorsqu'on a grandi. Et on a eu la chance de bénéficier, de par notre parcours à l'école, on a eu la chance de bénéficier d'un réseau extraordinaire qui nous a énormément aidé, alors qu'on l'avait pas du tout à la base, et ça on le doit à l'école et à l'école française par extension. On a eu la chance de bénéficier de compétences, on a eu la chance de se rencontrer aussi, parce que je pense qu'on se serait jamais croisés s'il n'y avait pas eu cette école-là, et de pouvoir faire de Live Mentor ce que c'est aujourd'hui. Donc il y avait vraiment au cœur du projet, c'est une certaine idée d'égalité des chances et une envie de permettre à qui que ce soit d'avoir la possibilité d'avoir un maximum de chances de son côté pour mettre à bien son projet. On garantit pas 100% de réussite, on n'est pas magicien, mais en revanche, donner les compétences pour commencer à le faire, ça c'est quelque chose qu'on peut faire. Et donc, il y avait cette idée-là, et il y avait cette idée de lutter de cette façon-là contre des inégalités entre les territoires qu'on observait. Moi, je viens de Franche-Comté, donc zone très très rurale. Je sais pas si vous voyez, mais c'est très vert si vous regardez sur Google Maps. Et je me rendais bien compte que il y avait un différentiel de dynamisme, notamment entrepreneurial, entre Paris et la Franche-Comté, qui est pour le coup un territoire pas sinistré, qui est plutôt chanceux par rapport à d'autres territoires, mais qui, le fait est, ne bénéficiait pas énormément de la vague Startup Nation. Et lorsque je voyais, même de façon plus générale, au-delà de la Startup Nation, tout l'enthousiasme sur le numérique, la révolution digitale, force était de constater que je le voyais pas énormément dans mon village. Donc il y avait vraiment cette idée de rendre au territoire, et
Et forcément, quand on voyait qu'on était implanté que à Paris et qu'on créait nous-mêmes de l'emploi que à Paris intramuros, il y avait un certain désalignement. Donc ça, c'était la première raison et la première envie de bouger. La raison pour laquelle on l'avait pas fait avant le Covid, c'était que nos délicieux investisseurs qu'on salue et qu'on aime beaucoup nous disaient mais comment vous allez faire, vous allez pas être à Paris, comment vous allez faire pour lever des fonds, c'est bien connu, il y a aucune boîte en dehors du périphérique, donc il y avait un petit peu ce frein là. Et il y avait aussi une vraie inertie, je pense, parce que déménager une boîte, à l'époque on était une soixantaine, déménager une boîte de 60 personnes, ça demande quand même un peu de gestion de projet, ça demande d'emmener tout le monde, et enfin il y a beaucoup de contraintes personnelles à aligner. Lorsqu'on a 60 contraintes personnelles x2 en général, voire x plus pour ceux qui ont des enfants, c'est pas forcément simple. Donc il y avait une inertie, et le Covid a été, je dirais, une excuse extraordinaire, parce que on a des salariés qui ont commencé à rendre leurs appartes. Et donc, c'était un petit peu le moment où jamais on s'est dit, bon, là, c'est l'occasion de recommencer différemment. Si on le fait pas maintenant, on le fera jamais. Donc, on s'est mis en ordre de marche très rapidement pour pouvoir sonder les salariés d'abord et ensuite dire, OK, vous semblez être intéressés. On vous garantit que le 12 mai, c'était le 11 mai, la fin du confinement, si je me rappelle bien, le 12 mai, on a une solution en province qui vous permettent d'avoir une alternative au bureau parisien et ouvrir. Donc commencer cette dynamique grâce au Covid. Donc ça s'est fait comme ça, mais c'était d'abord un réalignement avec notre mission au final, et le Covid a été la bonne excuse pour opérer tout ça. Et pourquoi Aix-en-Provence alors? Oui, c'est ça. J'allais dire pourquoi Aix-en-Provence, c'est une question un petit peu à tiroir. Alors, il y avait donc l'alignement avec la mission, je disais, il y avait aussi un enjeu de rétention des talents. Ça, il faut quand même le noter. Aujourd'hui, on en reparlera un petit peu après, mais on a beau avoir une politique de limitation des écarts de salaire. Aujourd'hui, le salaire le plus bas chez nous, c'est 30 000 euros. Et force est de constater qu'à Paris, on n'a pas une vie, on a une vie correcte et bien meilleure que malheureusement plein d'autres personnes. Néanmoins, ça reste pas un salaire avec lequel on a vraiment la possibilité de mettre de l'argent de côté, d'acheter un appartement, enfin de se projeter, quoi. Et ça nous semblait toujours un petit peu dommage. On se disait mais c'est pas possible, on peut travailler complètement en télétravail. Pourquoi est-ce que on pourrait pas tout simplement mettre l'activité ailleurs, garder ces salaires-là et permettre aux salariés d'avoir un cadre de vie qui soit plus agréable. Donc il y avait cette idée-là aussi. Donc les salariés étaient au cœur de la réflexion, donc on les a impliqués dans le choix de la destination, parce que c'était important qu'ils puissent déménager avec nous, d'abord pour les garder et ensuite pour créer un socle initial de culture qui nous permette de pas avoir deux bureaux complètement, avec un bureau à Paris, un bureau à Aix, qui est pas du tout la même culture. C'était important de repartir avec des salariés de Paris. Donc, on a tout simplement fait quelque chose de très simple, c'est le cas de le dire. On a pris la liste des villes qui étaient accessibles en train depuis Paris pour pouvoir garder le bureau parisien et pouvoir commuter assez facilement entre les deux, qui étaient à moins de 4 heures de train, je crois, pour que ce soit quand même pratique, et qui avait une implantation French Tech, parce qu'on voulait avoir un écosystème local déjà un petit peu présent d'un point de vue recrutement et même partenaire. Et on a demandé à nos salariés de voter. Et donc, on a eu Bordeaux, Aix-Marseille, Aix-Éco. Et par volonté de différenciation, on a choisi Aix parce que on voyait beaucoup de startups déjà à Bordeaux et on se disait que c'était intéressant de proposer une alternative dans le sud. Donc, on a choisi comme ça. Et donc, on a vraiment choisi de déménager la boîte alors que ni Alex ni moi n'étions jamais allés à Aix. Moi, j'étais allée à Marseille 2 jours, je crois. Il y a 5 ans, et donc c'était un peu un saut dans l'inconnu. Et j'avoue que j'ai été assez rassurée en arrivant sur place la première fois de me rendre compte que c'était très joli et que ça avait l'air tout à fait sympathique, mais c'était un peu un point de c'était un peu fou en vérité, parce que on n'avait rien vérifié avant d'aller sur place, mais on sentait que c'était un tel choix qu'on demandait aux employés qu'il fallait qu'on aille vite et qu'assez vite on leur dise bon, non, c'est pas des paroles en l'air, oui, ne reprenez pas d'appart à Paris, on y va. Donc il a fallu aller vite et on l'a fait, mais ça comprenait
sa petite dose de projet pas très cadré. Et d'adrénaline. Ouais. C'est ça, ouais. Oui, bon, après, il y a pire, il y a plus wild quand même que d'aller déménager à Aix-en-Provence, mais c'est vrai que on n'a pas fait une étude de 6 mois d'implantation. Oui. Ou ce qui aurait pu être fait, ouais. Et j'ai déjà interviewé d'autres sociétés qui me disaient, mais qui avaient eu exactement à peu près la même histoire. Et il me disait que c'était assez marrant de voir que j'ai eu un profil qui a voté Bordeaux, un profil de mes salariés, un autre qui avait voté Méditerranée. Enfin, c'est un peu le profil Méditerranée versus Océan Atlantique. Je sais pas si c'était quelque chose que t'as senti aussi dans tes équipes. Ah ben en tout cas, il y a vraiment. Ce qui est certain, c'est que il y a eu peu de votes pour Lille. J'étais un peu triste, mais pourtant ça aurait été beaucoup plus pratique. Mais c'est vrai que je pense que aussi, on a fait le sondage en plein milieu du Covid. Tout le monde avait envie de grands espaces, de mer, de trucs qui faisaient un petit peu rêver, je crois. Donc assez peu originalement, on s'est retrouvé avec Marseille et Bordeaux. Et je veux dire que j'étais pas très étonnée du résultat. Et toi, du coup, tu as fait comment pour aller? Est-ce que tu as été aidé localement pour aller un peu plus vite, puisqu'il fallait aller vite? On a été, en fait, on a eu la chance d'avoir beaucoup de presse à ce moment-là. Tout le monde était passionné par le fait que une boîte parisienne veuille déménager dans le sud. C'était quand même c'était un peu inquiétant en vérité, parce que je me disais, quand même, c'est chaud si on en est vraiment arrivé au stade où. C'était un peu. Nous, ça nous arrangeait bien, mais il y avait un côté un peu terrifiant. En vrai, je pense que tu partages ce constat. Vraiment, les journalistes disaient, mais donc vous allez là? Et j'étais, on va à Aix-en-Provence quand même. C'est quand même. On va pas non plus au milieu de la forêt et il y a pas. Il y a quand même le wifi là-bas. Je sais pas si vous êtes au courant. Donc, mais en tout cas, on a eu beaucoup de presse et ça nous a permis d'être bien identifiés par la région, qui nous a, notamment Provence Promotion, qui nous a beaucoup aidés dans la recherche de locaux, qui nous a aidés dans l'implantation des salariés pour les aider à choisir un petit peu les endroits dans lesquels ils voulaient habiter. On a eu la problématique aussi là récemment de personnes qui ont déménagé encore maintenant, qui déménagent de région parisienne avec des enfants, qui les ont aidés pour les écoles. Franchement, c'était, conciergerie plus qu'on n'a jamais eu en Ile-de-France pour le coup, et c'est assez normal parce que je pense qu'en Ile-de-France sont un peu débordés par tout le nombre de startups, toutes les startups qui s'implantent sur le territoire justement. Donc oui, nous on a été bien aidés et c'est vrai que ça a été assez facile en fait au final de déménager. Je pense que c'était aussi dû au fait qu'on est une entreprise assez mobile, assez jeune, donc concrètement, on a pris des ordis et on les a posés quelque part. C'était un peu plus facile que pour d'autres. On a une population aussi assez jeune, ce qui fait qu'on avait moins de problématiques de déménagement de conjoints ou de choses comme ça. Mais en tout cas, pour nous, ça a été, je ne vais pas mentir, c'était facile. Il n'y a pas vraiment d'excuses pour pas le faire si vous êtes dans notre situation, clairement. Et le bilan, du coup, à la fois implantation perso, activité, recrutement, levée de fonds, quel est-il? Alors, nous, on n'a jamais levé autant de fonds que depuis qu'on est à Aix-Marseille. Alors, je sais pas si c'est lié, mais en tout cas, ça ne nous a pas du tout freiné dans le financement. Au contraire, on a levé 11 millions d'euros l'année dernière, en juillet 2021. Je vis dans le passé. Donc, ça n'a pas du tout freiné notre activité. D'un point de vue recrutement, on est ravis. On a accès au bassin d'emploi. J'aime pas trop ce terme, ça fait un peu. On a l'impression qu'on pêche des poissons, mais on a accès à des territoires qui sont très différents de l'Île-de-France, où pour le coup, sur des fonctions comme les fonctions commerciales notamment, on se bat tous pour les mêmes talents. Et à Marseille, Marseille-Aix, ce qui est incroyable, c'est qu'on a accès à plein de territoires différents. On a accès à Marseille, on a accès à Aix, on a accès aussi au Luberon. C'est un bassin d'emploi qui est très très large, profond et divers. Et c'est vraiment, une fierté pour le coup qu'on a de pouvoir proposer à des personnes pour qui, pour la majorité, c'est la première startup à laquelle ils postulent et c'est trop cool. C'est à ça que doit servir la tech, créer de l'emploi pour tout le monde, pas juste pour Paris. Donc on est vraiment content en termes de proposition de valeur. Les salariés sont ravis. Le marché est suffisamment profond. On n'a pas du tout de problème pour recruter, contrairement à ce qui nous avait été dit de base. Et au niveau de la rétention des salariés, ça n'a rien à voir parce que les salaires qu'on peut proposer en termes de la qualité de vie qu'on offre aux salariés est bien meilleure que ce qu'on offrait à Paris. Donc c'est très satisfaisant. Et à titre personnel, moi je suis ravie, j'adore. C'est une région qui est magnifique. Parfois, j'ai l'impression de travailler pour l'office du tourisme de PACA. C'est un peu le cas. C'est vrai, mais j'avoue avoir déménagé à Marseille parce que je préfère Marseille à Aix et beaucoup de Aixois vont me renier pour ça, mais c'est un territoire qui est
exceptionnel en termes de diversité. Je pense que c'est impossible de ne pas se plaire en PACA vraiment tellement il y a une diversité de styles de vie qui peuvent être offerts par le territoire. À moins d'adorer la pluie, là, je pense qu'effectivement dans ce cas-là, c'est pas le bon endroit, mais en termes de qualité de vie, c'est assez fantastique. On va pas s'étendre dessus parce que je pense que tout le monde est d'accord, mais c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir avoir des salariés qui habitent à la campagne, d'autres qui habitent en ville, certains qui habitent dans une ville un peu plus moyenne comme Aix, et c'est une proposition de vie qui n'est pas faisable en Île-de-France aujourd'hui, et je pense que peu de régions peuvent offrir aujourd'hui. Donc 100% convaincu, et vive Marseille. C'est dommage, j'ai d'autres questions parce qu'on aurait pu s'arrêter là-dessus. Mais moi je cite souvent ton exemple parce qu'il est hyper parlant, parce qu'il montre que le fait d'avoir pris cette décision un peu originale par rapport à d'autres startups qui ont quitté Paris, qui avaient plutôt visé l'Ouest, fait que tu as moins de difficultés de recrutement a priori. Ça dépend, je pense. Les problèmes parisiens, voilà, mais les problèmes que beaucoup de startups connaissent à Paris, ils les retrouvent maintenant à Bordeaux aussi. Bah oui, c'est clair. Et du coup, tu les as peut-être un peu moins aujourd'hui, toi. Nous, c'était le pari qu'on avait fait. Pour le moment, en tout cas, c'est le cas. Après, est-ce qu'on recrute exactement les mêmes profils que des back market ou des BetClick? Je sais pas. Je pense qu'ils ont beaucoup de recrutement tech, nous un peu moins. Je pense qu'en vérité, les recrutements tech, c'est galère pour tout le monde, indépendamment de où on se situe. Mais en tout cas, nous, on a, aujourd'hui une équipe d'une trentaine de commerciaux qui sont à Aix, et ce qui est assez large en vérité comme taille d'équipe commerciale. Et on n'a aucun problème pour recruter. Et on a une diversité, je dirais même, de profils qui est plus large qu'à Paris. C'est assez appréciable parce que c'est aussi quelque chose qui est important pour moi. Et je trouve ça vraiment cool de pouvoir vraiment offrir ces emplois à tout un tas de personnes. J'ai l'impression que je fais mon taf quand je fais ça. Eh oui. Et je te cite là aussi souvent pour bien montrer que peut-être selon la population que tu as, selon la catégorie de salariés que tu as, le fait de bien mesurer quelle est la vie culturelle, tout ce qui va être autour du boulot est important, et que Marseille peut, notamment quand on a la vingtaine, c'est pas très connu, mais offrir quelque chose d'assez sympa. Clairement, je dirais que, je veux pas faire une ode à Marseille, mais Marseille pour des startups qui recrutent des profils entre 25-35 ans, je pense, est vraiment une option à considérer, parce que c'est une ville qui a énormément de choses à offrir pour cette tranche d'âge-là, adultes, avec ou sans enfants, peu importe, mais il y a quand même un accès au foncier qui est bien facilité, qui permet d'offrir une vraie qualité de vie à ses employés, et surtout une vie culturelle qui est assez fantastique, et une population jeune, qui fait que, on s'installe à Marseille en 2 semaines, on a déjà recréé un réseau. C'est pas quelque chose qu'on peut dire dans toutes les villes de France, je pense. Ouais, donc il y a des Marseillais qui vont me dire arrête de dévoiler le secret, mais non, voilà. Pour ceux qui écoutent Extramuros, vous avez un bon secret. C'est plus vrai à Marseille qu'à Aix, par exemple, de mon expérience. Ouais. Tout à l'heure, tu as évoqué le sujet, on va en parler, qui est peut-être une des particularités de Live Mentor, qui est ta vision sur les salaires. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as mis en place? Ouais, alors c'est le moment où je m'attire les foudres de tout le monde. Je pense que c'est marrant qu'on appelle, c'est assez, ça m'a toujours fait un peu sourire le fait qu'on appelle société une société, une entreprise, et j'ai des idéaux qui sont probablement un peu naïfs, mais en tout cas j'essaie de commencer par moi-même pour essayer de les tester. Et notamment, je pense que dans bien des cas, ce n'est pas facile de faire cohabiter dans une entreprise des écarts de salaire qui sont trop importants. J'en ai fait l'expérience à titre personnel, et je pense que au niveau de la société, en général, c'est quelque chose sur lequel on pourrait probablement faire des efforts. Et donc, j'ai cet idéal-là, et j'essaye plutôt que d'appliquer une grille de salaire transparente dont on parle beaucoup, dans laquelle, qui est un système dans lequel je crois pas forcément, en tout cas, j'ai pas de démonstration ou d'exemple concret aujourd'hui qui me permettent de dire que c'est vraiment viable à terme. Je crois dans le fait d'avoir la communication sur un indicateur partagé à tous, qui est
qui est le ratio d'écart de salaire. Donc typiquement, si quelqu'un gagne 10 dans la boîte et que la personne la mieux rémunérée gagne 100, et ben le ratio sera de 10. Et on se fixe pour objectif de le limiter au maximum. Donc aujourd'hui, on est à 4. C'est pas mal, je pense, parce que on a aujourd'hui, ça c'est facile de faire le calcul, hein, on a le salaire le plus faible qui est à 30, donc vous pourrez faire le calcul. D'ailleurs, c'est même pas mon salaire qui est le plus élevé, mais ça c'est un autre sujet. Mais c'est celui qui ramène le chiffre d'affaires. Je ne vais pas communiquer sur, on dit pas. Sur qui gagne le plus, parce que justement, n'étant pas une grande fan de la grille de salaire transparente, bien sûr. Ce serait un peu aller à l'encontre de mes propos. Mais en tout cas, c'est quelque chose, on ne dit pas qu'on se limite à 4 pour toujours. Je pense qu'il faut être flexible, et c'est aussi un des problèmes que j'ai avec les grilles de salaire transparentes, c'est que je pense c'est mal connaître l'entrepreneuriat, et parfois, il faut accepter de faire évoluer ces modèles. Mais en tout cas, on souhaite de la transparence là-dessus, et que ce soit pas quelque chose de tabou. Et en tout cas, c'est une volonté affirmée des dirigeants d'avoir une pyramide de salaire qui soit assez plane, et dans lequel on essaye de redistribuer de façon assez équitable et le plus largement possible la valeur. Ça n'a rien de fou, je pense, mais en tout cas, c'est une valeur qui est importante pour nous, et je pense que indépendamment de l'intérêt social et économique, je pense que culturellement, ça simplifie beaucoup de choses en réalité. Ça permet d'avoir des salariés qui partagent un quotidien qui est le plus possible similaire. Bien sûr, c'est pas du tout pareil de gagner 30K ou de gagner 100K. C'est pas pareil de gagner 30 ou de gagner 60. C'est évident, mais ça reste mieux que d'avoir une structure où, moi j'ai des souvenirs, c'est un peu idiot, mais c'est quand même important de structures dans lesquelles lors du déjeuner il y a une personne qui peut pas se payer un déj à l'extérieur, et les autres qui partent au resto, et ça je trouve pas que ce soit très sain d'un point de vue culture d'entreprise. Donc on essaye de limiter ça, c'est quelque chose dans lequel je crois, et je pense que c'est possible aujourd'hui de recruter des seniors très talentueux en se limitant et sans aller sur des salaires complètement délirants à 200, 300, 400, comme ce qu'on peut voir dans certaines startups en ce moment. Outre le fait que je pense qu'il faut faire bien attention avec ces salaires-là, parce que je pense que ça fait assez mal aussi au PNL et au runway, mais de façon générale, je pense que c'est possible aujourd'hui de faire ce choix-là. Et en fait, en réalité, c'est presque un argument de recrutement pour certains seniors, pas pour tous, qui disent oui, je comprends. Et en fait, moi, je préfère avoir le plus bas salaire qui gagne un peu mieux, parce qu'en fait, finalement, moi, les 5K de plus, le rendement marginal de mes 5K supplémentaires sur mon salaire, en vrai, c'est pas que je les sens pas, on les sent toujours, mais ça ne me porte pas tant de bonheur que ça. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est une valeur qui est importante. Je sais pas si on va pouvoir le garder tout le temps, mais en tout cas, ça fait 5 ans qu'on est comme ça, et ma foi, ça tient. Et je précise d'ailleurs qu'on ne triche pas, il n'y a pas de dividende caché, ou il n'y a pas de bonus caché, c'est vraiment tout compris. D'accord. Y compris dividende éventuel. Ok. Sauf évidemment les revenus, de capital issu de cession ou des choses comme ça on communique pas dessus, mais en tout cas il y a pas de c'est pas caché. Et d'ailleurs j'ai lu récemment que Mélenchon avait préconisé un écart de x20, donc ma foi on est vraiment très très à gauche décidément. Mais non, c'est une blague, mais récemment on m'a demandé justement, notre CSE justement demandait des nouvelles là-dessus, et je leur disais on est à 4, vous savez combien est Mélenchon? Il disait je sais pas, 2. J'étais non c'est 20. Donc on est pas mal. On est pas mal en vérité. T'as de la marge du coup. Ouais, ça va. C'est pour ça que on te qualifie sur les réseaux sociaux de boîte de gauche du coup. C'est ça, exactement. C'est ça. Et ça t'aide à recruter, ou à l'inverse, ça marche comment du coup? Ça te permet finalement de trier, de vite voir. Nous on joue comme ça, et du coup si toi tu veux pas jouer à ce jeu-là, du coup c'est que t'as pas. Je pense pas que ce soit la meilleure stratégie pour recruter le lead dev mobile de Apple. Mais après c'est pas non plus. On est rarement confronté à cette problématique-là. Voilà, ouais. En tout cas, nous ce que je peux dire, c'est qu'on a une équipe de direction qui est, si je prends par exemple le cas de Belaïd Benamar, qui est notre directeur commercial, qui vient de Meilleurs Agents, qui est une belle référence française, que tu dois bien connaître pour être dans le même secteur, qui a vraiment monté l'intégralité de l'équipe commerciale là-bas.
oui, il y a perdu, mais il croit dans ces valeurs-là, et je dirais que c'est dans la limite du raisonnable, c'est presque un argument de recrutement. Et dans le cas des salaires un peu plus faibles, clairement, c'est un argument de recrutement parce que aujourd'hui, tu vois, il y a certains principes, par exemple, donc pour les commerciaux, donc le fixe c'est 30K. Encore une fois, c'est pas, je dis pas que avec 30K on vit merveilleusement bien en France. On peut toujours s'améliorer. Il y a du variable par-dessus, mais il y a certains principes dans la façon dont on considère le salaire qui, je pense, oui, nous aident à recruter, parce que, par exemple, je veux pas qu'on ait des salaires dans lesquels il y ait un fixe qui soit trop faible, parce que ça me semble pas raisonnable pour une entreprise de faire porter l'intégralité du risque de distribution sur des commerciaux, et qui plus est sur les salaires les plus faibles. Moi, quelqu'un qui paye pas son loyer qui peut pas payer son loyer parce que le marketing a pas fonctionné un mois, ça me semble délirant, et je pense pas que ça aide en plus à avoir un climat social efficace. À un moment, la sérénité, ça aide aussi à bien travailler. Donc il y a des choses comme ça, oui, qui je pense aident. Après, on peut pas plaire à tout le monde. On a aussi des commerciaux qui nous disent, moi, je préférais gagner 1000 euros de fixe et avoir 10 000 euros de variable. Mais ouais, mais c'est pas exactement notre modèle. Donc il y a plein de modèles qui seront ravis de prendre. Et je pense que, enfin, on attire qui on est, et probablement que il y a quand même plein de gens comme nous, donc ça va. En tout cas, à Aix, on en a trouvé plein. Ouais, c'est une bonne chose. Et est-ce qu'il y a d'autres mesures, j'allais dire un peu dans le même genre, mais autour de l'actionnariat, ou est-ce que vous pensez à d'autres choses? On a des BSPCE, mais c'est pas quelque chose qu'on a généralisé, pour la simple et bonne raison que on a une histoire capitalistique qui est longue. L'Alimentaire, ça vient d'un pivot, donc on a des levées de fonds successives. Donc en tant que fondateur, on est aussi un peu plus dilué que d'autres structures, tout simplement. Et donc ça joue sur le volume de BSPCE qui est disponible. Et donc on essaye au maximum d'intéresser nos salariés historiques, mais on est un petit peu limité maintenant à ce stade de la boîte sur ce plan-là. Mais philosophiquement, je souscris à fond, et c'était à refaire. Enfin, la prochaine boîte que je monte, tout le monde est intéressé et ça m'ira très bien. Et il y a des choses que tu ne referais pas, à l'inverse? Plus globalement, hein, pas forcément sur les RH. C'est pas une question piège. Mais... Non, mais c'est une bonne question. Peut-être que si c'était... je sais pas, on a pivoté à partir d'une structure existante, donc on faisait complètement autre chose avant. Et du coup, en utilisant une levée de fonds, la fin d'une levée de fonds qui avait été faite sur le modèle précédent, je pourrais pas te dire aujourd'hui si c'était une bonne ou une mauvaise idée rétrospectivement, dans la mesure où, enfin, il y a une partie de moi qui me dit qu'on aurait peut-être dû fermer ces structures-là et redémarrer de zéro, parce que du coup on a la cap table de la boîte d'avant, et avec ça fait quand même un historique assez important. Mais d'une autre façon, je sais pas si on aurait réussi à lever des fonds sur ce modèle-là en amorçage. Donc en fait, on saura jamais. C'est ça. Et puis ça marche aujourd'hui, donc c'est déjà une bonne réponse. Ouais. Mais tu vois, ça c'est une question que je me pose parfois. Et après, on a fait plein de bêtises. On a grandi trop vite sur la partie commerciale à certains moments, sans comprendre qu'il y avait des points de passage qu'on n'avait pas passés. Et donc, on a recruté beaucoup sans structure, ce qui n'est pas une bonne idée. Donc, on a fait des erreurs de ce type-là, mais comme tout le monde, je pense, on a fait des recrutements seniors de façon incantatoire aussi. Ça nous est beaucoup arrivé, se dire... on ne sait pas ce qu'on cherche, mais cette personne va nous permettre de découvrir ce qu'on cherche. Ça marche pas trop non plus. Mais voilà, il fallait faire ces erreurs-là, et on en refera encore plein en vérité. Donc voilà. Mais je pense pas qu'on ait je pense pas j'ai pas de remords terribles, ni de regrets. Je sais jamais la différence entre les deux, mais on n'a pas fait de faute. Ouais. J'espère qu'on n'a pas fait souffrir de personne. On s'est juste gouré comme plein d'entrepreneurs, quoi. C'est dur de pas se tromper quand on fait autant de choses. Non. Et aussi vite. Clair. Merci beaucoup pour tout ça. Pour terminer, sans tomber dans la psy, juste pour, parce que
savoir ce que toi tu fais pour te sentir bien au-delà du boulot et trouver un équilibre. Bah, moi, puisqu'il y a plein de choses possibles. Ouais, à Marseille. Et à Marseille, et bien sûr. Sur le beau territoire de la métropole d'Aix-Marseille, c'est ça qu'il faut dire. C'est ça, voilà. Moi, je monte beaucoup à cheval. C'était une des raisons aussi pour lesquelles ça me tentait assez de partir de Paris, parce que monter à cheval tous les jours avec 1h30 aller, 1h30 retour, c'était quand même une petite mission. Donc ça, j'ai beaucoup gagné en qualité de vie sportive sur ce point de vue-là. Et enfin, c'est quelque chose. J'ai la chance d'avoir toujours adoré ça. Je crois que ta fille en fait aussi d'ailleurs. Absolument. Donc c'est à la fois catastrophique comme sport parce que ça prend énormément de temps, c'est très cher, etc. Mais c'est à la fois aussi fantastique parce que, enfin, en fait, on est obligé d'y aller, donc il n'y a pas vraiment d'excuses. On arrive toujours à trouver une solution pour travailler plus vite, s'organiser différemment pour y aller. Et ça, c'est, je crois, un enseignement. Il y a beaucoup de gens qui disent aussi que, alors dans une proportion vraiment différente, mais le fait d'avoir des enfants en entreprenant, et c'est en fait finalement assez incroyable d'un point de vue temps parce que ça aide à prioriser ce qui est vraiment important. C'est vrai. En puissance 1 milliard, hein, évidemment, par rapport à ce type de sport, mais c'est un sport où on peut pas juste se dire ah là j'ai pas le temps. C'est non, il faut y aller. Et en fait, je trouve que ça aide quand même à avoir des idées très claires. C'est un sport sur lequel on peut pas faire de téléphone, donc c'est très bien aussi pour ça. Et je pense que c'est un sport qui est un peu méditatif aussi d'une certaine façon parce que il faut être très centré sur son corps, se détendre. Et franchement. Ça m'est arrivé assez régulièrement d'arrêter parce que mon cheval était blessé ou pour X ou Y raison. Et le premier mois, ça va, je me dis c'est génial, j'ai plein d'argent et en plus plein de temps, pourquoi est-ce que je monte à cheval? Et en fait, le deuxième mois, je commence à me rendre compte que je commence à pencher au taf tout le temps, je dors plus si bien et je pense que c'est juste, ça fait partie de mon équilibre. Et moi, j'ai trouvé ça marche, il y a plein d'autres solutions, mais en tout cas, pour moi, ça fonctionne et je cherche pas du coup trop de trucs. Pas de chamanisme alors. Alors si, mais je sais pas si tu veux en parler dans le podcast. En vérité. Non, ouais, écoute, on va si c'est très rapide, pourquoi pas. Sinon, on se refera un épisode chamanisme du coup. Non, si tu veux, tu coupes des trucs ou pas? Non, on coupe pas. Non, non. Okay. D'ailleurs, sachez-le, on coupe rien. Ok, ça marche. Non, mais la spiritualité, d'un point de vue très élargi, m'intéresse énormément. Et d'ailleurs, on va lancer une newsletter sur le sujet avec Alex. Sur ça, on a fait pas mal d'explorations autour des états de conscience modifiés, notamment donc liés aux psychédéliques. Et il commence à y avoir pas mal de littérature sur ça, notamment aux États-Unis. Je te pose la question parce que je le vois en effet arriver dans le monde de l'entrepreneuriat. Il y a des entrepreneurs que je suis, Loïc Lemeur qui est. Oui, Alex était justement chez Anne Guéquière. Il passait juste après elle, jusqu'après lui, pardon, sur le podcast. Nous on est complètement dans cette mouvance-là, pas avec. Live Mentor pour le coup est complètement en dehors de ça, mais à titre vraiment personnel, c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps. Il se passe des choses assez extraordinaires notamment sur le domaine de la psilocybine. C'est un sujet qui m'intéresse vraiment. Je pense qu'il y a des choses à faire à la fois à titre en termes de bien-être, mais ça c'est plus quelque chose qui concerne en vérité les psychiatres et les psys. Je ne vais pas commencer à donner des conseils là-dessus. Il y a des gens qui font des expériences très bien là-dessus. À titre personnel, je pense que ça peut avoir un impact sur le business aussi. On a pas mal travaillé avec Alex, sans faire exprès, notre relation d'associés grâce à ce type de médium. Et c'est des thématiques qui nous intéressent. J'ai beaucoup lu sur le sujet, donc on lance une petite newsletter bientôt. Ça va s'appeler Salve. Je connais pas encore salve.guide, je crois, c'est le D'accord. Site. Donc vous pourrez regarder. S'abonner. Exactement. Si la thématique des psychédéliques vous intéresse et appliquée au business, je précise, je ne vais pas vous donner de conseils sur. D'ailleurs, je ne veux pas vous donner de conseils tout court puisque c'est une activité qui est encore tout à fait illégale en France, même si je pense que on parlait tout à l'heure du fait que les États-Unis étaient en avance. Clairement, dans 5 ans, je pense que ce sera vraisemblablement légal en France si on croit ce qui se passe aux États-Unis et au Canada à l'heure actuelle. Merci beaucoup pour tout ce beau témoignage et toutes ces infos, toute cette énergie. Merci Anaïs. Merci.